Bonjour, Monsieur Wan. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions dans le premier numéro de Face à l'expert du groupe d'action et de réflexion sur les politiques sociales transformatrices en Afrique, GAR-PSTA. Monsieur Wan est juriste de formation. Il est reconnu pour son expertise en matière de décentralisation. C'est la thématique donc de ce premier numéro. Décentralisation que nous voulons vraiment présenter sous le prisme donc des politiques sociales transformatrices en Afrique. Nous souhaiterions à travers cet entretien recueillir votre analyse sur les dynamiques de la décentralisation au Sénégal et leurs articulations possibles avec les politiques sociales, notamment dans une perspective transformatrice. Monsieur Wan, je vais vous laisser la parole pour que vous vous présentez plus amplement. Bonjour, Dr Fatissa. Je m'appelle Mohamed Doudouan. Je suis un cadre supérieur sorti de l'UGB, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Je fais partie de la première promotion des cadres supérieurs formés à l'UGB, notamment à l'UFR, sciences juridiques politiques. Et je suis un préféré de la décentralisation, un amoureux de la décentralisation. Et à ce titre, j'ai travaillé sur la politique sociale de la commune de Saint-Louis. Donc j'ai une certaine légitimité pour pouvoir parler des politiques transformatrices. Et je suis à votre entière disposition pour les questions que vous pouvez bien me poser. Merci beaucoup, Monsieur Wan, donc pour cette présentation de votre parcours académique et professionnel. Et également, vous êtes revenu sur votre domaine d'expertise qui est la décentralisation et les recherches que vous y avez effectuées. Alors, justement, par rapport à ça, j'aimerais qu'on parle un peu, dans un premier temps, qu'on parle de l'évolution de la décentralisation au Sénégal. Est-ce que vous pouvez nous parler du processus de la décentralisation, processus qui, on le sait, a mené jusqu'à l'acte 3 de cette loi? Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelles étaient les motivations et quels sont les changements que cet acte 3-là a induit par rapport aux politiques de développement et aux politiques sociales? Merci, docteur Fatissar. Vous m'invitez à parler de la genèse et de l'évolution de la décentralisation au Sénégal. Donc, la décentralisation est née dans le cadre de l'État colonial français. Et vous me permettrez de définir ce que c'est que la décentralisation. C'est le transfert de compétences de l'autorité centrale à des organes élus. Donc, cette décentralisation a pris son coup d'envoi dans le cadre de l'État colonial français au 19e siècle avec les 4 communes. Dakar, que sont Dakar, Saint-Louis, Gorée et Rufisque. Après l'indépendance, il y a eu 3 grandes réformes qui ont été entreprises. Pourquoi ces réformes-là ont été entreprises? Parce que les inconvénients d'un système politique dominé par la centralisation et respectueux du limite de l'unité ont été handicapants pour ces pays-là, pour les politiques transformatrices. Donc, toujours, il y a eu, vous savez très bien qu'il y a eu le parti unique, donc ça rentre dans le cadre du mythe de l'unité, j'en passe, la théorie du développement, etc. Donc, l'État du Sénégal a amorcé une politique de décentralisation. Une politique de décentralisation qui se décline en 3 séquences temporelles. 1972 marque la naissance de ce qu'on appelle les communautés rurales. C'est l'acte 1 de la décentralisation. Les communautés rurales regroupent plusieurs villages, unis par l'histoire, par la géographie, par la culture et par des intérêts communs. Et au niveau des communautés rurales, on avait un président de la communauté rurale. Et il y avait également un conseil rural qui réglait par ses délégations les affaires de la collectivité territoriale qui est la communauté rurale. Donc l'acte 1, c'est l'acte 1 de la décentralisation. Donc 1972. Après, on a eu l'acte 2 de la décentralisation, c'est 1996, ce qu'on a appelé la régionalisation. C'est-à-dire qu'on dirige la région en collectivité locale. Donc la région est promue pour être ce qu'on appelle un trésor de développement économique et social avec des politiques pertinentes de prise en charge de la demande sociale. Malheureusement, on va se rendre compte que cette régionalisation-là n'a pas donné les résultats escomptés, les résultats espérés. Donc, cette politique de régionalisation n'a pas donné les résultats auxquels on s'attendait. C'est pourquoi il y a eu une 3e réforme qu'on appelle l'acte 3 de la décentralisation. Et l'acte 3 de la décentralisation promeut quoi? Promeut le département. Maintenant, ce n'est plus la région qui est le niveau pertinent de politique locale. Maintenant, c'est le département. Donc, c'est le département. Avant, avec l'acte 2, c'était la région. Donc, la région avec l'agence régionale de développement qui était un instrument de planification dans l'espace et dans le temps des interventions en matière de politique sociale. Donc, pour revenir sur l'acte 3 de la décentralisation, donc, je m'honore d'avoir été un des produits du professeur qui a été le père de l'acte 3, je voudrais lui rendre hommage, c'est le professeur Mayacine Diagne. C'est l'un des pères de l'acte 3 de la décentralisation. Donc, c'est vraiment
un homme qui était passionné par la décentralisation également rural progressif. Donc, pour en revenir à l'acte 3 fait ce qu'on appelle la communalisation intégrale. C'est-à-dire les communautés rurales de 1972 ont été toutes transformées en communes de plein exercice. C'est ce qu'on a appelé l'équité territoriale. C'est-à-dire toutes les collectivités territoriales sont d'égale dignité. Donc, égale dignité également. Et également, il faut dire que c'est le département également qui remplace la région comme communauté, comme collectivité locale. Donc, brièvement ramassé, il y a 3 grandes réformes. 1972, acte 1 de la décentralisation. 1996, acte 2. Donc, acte 2, on a considéré que l'acte 2 n'a pas vraiment produit les résultats, comme je l'ai dit, espérés. Pourquoi? Parce que c'était une réforme structurelle, une réforme institutionnelle, tout simplement, qui a promu de grands patrons locaux. Donc, c'était les présidents de conseils régionaux. Donc, c'est une faillite de la décentralisation. Parce que la décentralisation promeut l'humain, promeut les politiques sociales, prend en charge les demandes sociales. Donc, 1972, 1996 et 2013, c'est les 3 actes qu'on a pu déceler, déterminer, identifier au niveau du processus de décentralisation au Sénégal. Parce que le processus, comme je l'ai dit, la décentralisation est le fruit d'une longue évolution depuis l'époque coloniale jusqu'en 2013. Il faut dire que à chaque régime, on dirait qu'à chaque régime, son schéma décentralisateur. Vous voyez bien, les socialistes avaient imaginé et conçu l'acte 1 avec la communauté rurale, qui a été une réforme quand même intelligente, c'est-à-dire qui a été déroulée de façon progressive, parce que cette réforme-là a commencé par la région de Thiès et a eu vraiment son épilogue au niveau de la région de Tamba, c'est-à-dire la dernière région qui a eu à accueillir des collectivités territoriales. On a créé des collectivités, des communautés rurales. Donc, pour en revenir à cela, on dirait que chaque régime a son schéma décentralisateur. Donc, les socialistes ont eu leur schéma et les libéraux ont voulu mettre en place un schéma qu'on appelle la provincialisation. Mais il faut dire que c'est les velléités liées à la dévolution monarchique qui ont tué dans l'œuf ce processus de provincialisation imaginé par M. Abdoulaye Wade. Et le troisième, M. Abdoulaye Wade. Donc, on a également les libéraux avec Macky Sall qui ont inventé et mis en place, déroulé cet acte 3 qu'on appelle communément la communalisation intégrale, où le département est devenu une collectivité locale. Et il faut dire, docteur, je n'exclus pas qu'il y ait un 4e acte. Donc, un 4e acte qui va également avec le nouveau régime qu'on a sur place. Donc, voilà brièvement ramasser le processus de décentralisation sur le plan du narratif, c'est-à-dire du récit. Merci beaucoup pour cette synthèse vraiment très pertinente et très éclairante sur le processus de décentralisation depuis l'indépendance, même avant, bien avant, jusqu'à cette période-ci. Et comme là vous dites, vous n'excluez pas qu'il y ait une nouvelle réforme ou alors un nouveau format. En tout cas, on attend de savoir ce qu'il en sera. Alors, justement, par rapport à ça, donc là, si je comprends bien, toutes ces réformes-là qui ont été introduites jusqu'à la dernière, qui est l'acte 3, en tout cas, pour le moment, c'est donc le schéma de développement qui est le référentiel, on va dire, un peu. Alors, c'est à la suite donc d'un constat un peu de l'inadéquation ou alors le fait que l'organisation, en tout cas administrative, politico-administrative, n'a pas forcément permis un développement. D'où ma question justement à ce niveau-là. Alors, on voit bien que l'articulation, en tout cas, elle est bien réelle entre organisation politique administrative et politique sociale. Alors, vous, en tant qu'expert justement de cette question-là, quel lien établissez-vous entre décentralisation et politique sociale? En d'autres mots, selon vous, en quoi la décentralisation peut-elle favoriser la mise en œuvre de politiques sociales transformatrices et ce, à l'échelle locale? Et donc, ça, c'est la première question. Et la deuxième, toujours dans cette section-là, sur l'articulation entre décentralisation et politique sociale, c'est
Est-ce que, d'après vos analyses, vous êtes expert en la question et donc vous connaissez très bien, vous avez un œil avisé là-dessus. Et quelles sont, d'après vous, les principales contraintes ou les limites qui ont été rencontrées durant ces différentes étapes-là que vous avez identifiées dans ce processus de décentralisation au Sénégal? Merci, docteur. Vous savez que la décentralisation est le meilleur moyen pour produire des politiques sociales efficaces, efficientes et transformatrices. Parce que c'est les populations elles-mêmes qui identifient leurs besoins, qui arrivent à apporter des réponses vraiment idoines et adéquates à leurs problèmes. Parce que la gestion verticale du pouvoir ne peut pas permettre à ce qu'on ait une prise en charge de la demande sociale de façon efficace et pertinente. C'est pourquoi il y a une corrélation entre décentralisation et politique sociale. Donc, les politiques sociales telles que imaginées d'en haut, c'est par exemple le top-down, là, si on prend les politiques sociales, on les élabore au niveau du sommet, on les fait descendre au niveau le plus bas, vraiment, là, il y aura un dépassage, un chapitre formidable. Alors que la panacée, c'est quoi? C'est que c'est les populations elles-mêmes, grâce à la décentralisation, grâce à leur habilitation, à leur expérience, ils sont dedans, ils sont dans le terroir, ils connaissent leurs problèmes. C'est eux qui peuvent identifier leurs problèmes et apporter des solutions idoines. Parce qu'un problème est à moitié résolu quand on l'identifie. Quand vous identifiez un problème, facilement, vous trouvez la réponse ici. Donc la réponse ici est la solution. La solution n'est rien d'autre que la réponse à un propre problème. Docteur, vous savez très bien qu'il y a eu d'énormes contraintes, par exemple, au niveau de la politique de décentralisation. La première contrainte que je vais relever, c'est la contrainte au niveau du personnel. Le personnel n'est pas qualifié. Il y a eu un recrutement clientéliste. J'ai fait cette étude-là au niveau de Saint-Louis. Il y a eu un recrutement clientéliste, un recrutement politique, tout comme dans les entreprises publiques dans les années 80-90. Donc, les entreprises publiques servaient de lieu où on casait vraiment une clientèle politique. Également, au niveau des communes, on avait vraiment cette dérive-là, c'est-à-dire pour recruter un personnel politique. Et tout le monde sait que la gestion en matière de décentralisation, la gestion exige une certaine technicité. La gestion locale demande des compétences techniques. Donc, cette gestion-là ne fait pas bon ménage, ne rime pas avec l'amateurisme qui règne en maître au niveau des collectivités. Donc, le personnel qu'on a au niveau des collectivités, ce n'est pas un personnel rompu à la tâche. Même si aujourd'hui, on a un embryon de fonction publique locale. Et c'est un embryon. Et il y a des tentatives de formation du personnel administratif. Mais il faut dire que toujours, il y a cette pénurie de personnel qualifié. Parce que pour insuffler un développement, il faut avoir des compétences. Il faut connaître la sociologie de la population. Il faut avoir la maîtrise de l'outil informatique. Il faut connaître les dynamiques transformatrices, les dynamiques sociales. Tout cela, il faut avoir vraiment la compétence et le savoir-faire, le know-how pour pouvoir manager. Il faut un savoir managérial averti. Or, c'est ce qui manque au niveau de nos comités. Donc, c'est la première contrainte. La deuxième contrainte que j'ai relevée avec mes études-là, avec les études que j'ai faites, les analyses que j'ai faites, c'est qu'il y a l'étroitesse du budget. Le budget n'est pas à la hauteur des besoins des collectivités territoriales. Donc, il faut dire que aussi, même ce budget-là, là où il doit aller, la destination du budget, ce n'est pas au niveau du politique sociale. Parce qu'il y a une part lilliputienne, c'est-à-dire une petite part du budget qui est consacrée aux politiques sociales, donc à l'investissement. Alors que la grosse part va au niveau des dépenses de fonctionnement. Ça également, c'est un problème. L'autre problème que j'ai identifié dans le cadre de mon étude sur la politique sociale de la commune de Saint-Louis, c'est valable pour toutes les communes. L'autre écueil, c'est quoi? C'est la non-implication des acteurs communautaires. Donc la gestion en matière de décentralisation, la gestion doit être une gestion inclusive, participative, même si quelque part, de façon éparse, on a dans certaines communes le développement de budget participatif. Mais ce n'est que vraiment ce n'est pas encore vraiment quelque chose de profond. Donc il y a un manque criard d'implication des acteurs communautaires au niveau de la gestion. Donc c'est une gestion solitaire. Et je peux donner un exemple tout de suite pour dire qu'il n'y a pas d'implication. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'octroyer des terrains, par exemple, des terrains à usage d'exploitation au niveau de la compagnie sucrière, les populations devraient être consultées à travers des conclaves, à travers des conventions citoyennes. On demande leur avis. Est-ce que vous êtes d'accord ou non? Et également, il y a un autre écueil que j'ai trouvé, c'est le manque de plaidoyer. C'est-à-dire, les collectivités territoriales ne sont pas outillées pour plaidoyer, pour négocier. Si, par exemple, la commune de Mbane octroie un terrain de 1000 hectares, par exemple, à la compagnie sucrière sénégalaise, il faudrait que aussi cette commune de Mbane exige de la CSS un protocole d'accord, par exemple, pour créer
pour équiper une maternité ou pour créer, je ne sais pas quoi, construire une école élémentaire, etc. Ou équiper la case des tout petits. Donc, cette capacité de négociation-là fait défaut également. Également, outre écueil, parce que les écueils sont nombreux, je vais être chronophage, docteur. Parce que au niveau de la coopération décentralisée également, on n'a pas une diplomatie locale, c'est-à-dire des acteurs capables de négocier, capables de vendre les opportunités de la collectivité territoriale, le marketing territorial fait défaut. Les collectivités territoriales au Sénégal, les collectivités locales qui sont capables de promouvoir le marketing territorial, on les compte sur le bout des doigts. Et ça, c'est incroyable à l'heure où on parle d'intelligence artificielle. Vous voyez bien, on peut facilement, avec l'outil informatique, vendre les atouts de la collectivité territoriale et construire un partenariat gagnant-gagnant, win-win. Et c'est ce qui manque vraiment. Et je pourrais encore parler de difficultés liées également à la planification. Déficit en matière de planification, répartition dans le temps et dans l'espace des investissements en matière de politique sociale. Donc là également, le bas blesse. Donc voilà brièvement ramassé, docteur, les écueils et les contraintes auxquelles les collectivités territoriales sénégalaises font face. Et je sais que si le développement à la base n'est pas assuré, c'est sûr que le Sénégal aura beaucoup de mal à émerger. Parce que le développement se construit à la base. Il faut le savoir. C'est comme le fondement d'une maison. Une maison tient parce que le fondement est bien fait. Et si vraiment à la base, les populations locales n'arrivent pas à trouver des solutions à leurs problèmes, vraiment, on peut douter de notre capacité à décoller économiquement. Bien que si vous prenez l'exemple de l'exode rural, par exemple, vous pourrez trouver une réponse à travers des politiques sociales qui fixent les populations. Par exemple, dans les communes de Mbal, on peut faire 3 productions agricoles par an. Or, on a des habitants de Mbal qui vont dans les villes comme Thiès, Dakar et qui vendent, je ne sais pas, des choses, vraiment des pacotilles qui ne leur rapportent rien du tout. Voyez bien. Donc, vraiment, une contrainte qui pèse sur les collectivités territoriales sénégalaises. Merci beaucoup, Monsieur Wane, d'avoir vraiment exposé ces différentes contraintes-là. Vous avez évoqué notamment les capacités et les marges de manœuvre des collectivités locales, les limites liées à la qualité des ressources humaines. Vous avez également parlé des financements, les financements qui ne sont pas toujours conséquents pour justement pouvoir mener à bien ces politiques sociales. Et aussi la participation citoyenne, c'est-à-dire cette participation, cette inclusion-là des populations dans l'élaboration des politiques sociales, dans l'identification de leurs problèmes, ça vous l'avez dit. Vous avez également, et ça je pense, ça je le lis directement à la qualité des ressources humaines, c'est-à-dire que le management même pose problème en termes donc d'évaluation et d'impact. Donc pour pouvoir, donc il y a vraiment on va dire un ensemble de contraintes et de défis majeurs que vous avez exposés ici et qui constituent de véritables goulots d'étranglement à l'effectivité, à l'efficacité de ces politiques sociales-là. Et pour arriver là, on en arrive, je pense qu'on aurait pu, mais ce sera une prochaine fois où on développera sous un autre angle. Là déjà, on a vraiment beaucoup de matière, vous nous avez présenté, et c'est de façon très pertinente et très élaborée, donc les différents enjeux et défis de la décentralisation sous le prisme donc des politiques sociales. Alors moi je vous demanderai est-ce que dans ce contexte-là que vous avez décrit, quelles perspectives, quelles recommandations est-ce que vous donneriez? Donc est-ce qu'il y a des pistes d'action qu'on peut envisager, que vous pourrez formuler pour renforcer justement l'articulation entre décentralisation et politique sociale transformatrice en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Sénégal? Est-ce que vous pensez qu'il y a des réformes prioritaires qu'il faudrait engager là maintenant tout de suite? Merci docteur. Il y a des réformes prioritaires urgentes. Il urge aujourd'hui de faire en sorte que les collectivités territoriales aient des impôts, c'est-à-dire la fiscalité locale est une réalité profitable aux collectivités territoriales. Aujourd'hui, on sait que c'est l'État central qui capte tous les impôts. Ce n'est pas normal. Il y a une part lilliputienne des impôts, des impôts qui va aux collectivités territoriales. Autre piste de réflexion, c'est la responsabilité sociétale d'entreprise. Aujourd'hui, nous savons qu'à Saint-Louis, il y a le gaz qui est exploité, il y a le pétrole. Si vous allez au niveau de Thiès, il y a le zircon. Il faudrait que ces entreprises minières-là, ces entreprises qui exploitent des ressources,
Donc, au niveau de la Constitution, on dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Mais il faudrait que ça se vérifie au niveau des collectivités territoriales. Vous nous dites au niveau de la Constitution, les ressources naturelles appartiennent au peuple. Mais le peuple ne voit pas ces ressources naturelles. Le peuple, il est où? Le peuple, il est dans les collectivités territoriales. Mon Dieu, bon sang. Donc, il faudrait faire en sorte que les entreprises minières puissent vraiment mettre la main à la poche pour aider nos collectivités territoriales. Parce que tant que le problème du financement des collectivités territoriales n'est pas réglé, je sais qu'on n'aura pas de perspective heureuse en matière de développement économique et social. Il faudrait trouver également un partenariat gagnant-gagnant au niveau de la coopération décentralisée. C'est une niche, la coopération décentralisée. Donc, rien qu'avec la coopération décentralisée, on peut avoir les moyens de développer ce pays. Et je parle également du marketing territorial. C'est important. Il y a un marketing territorial qui compte. Aujourd'hui, on sait qu'en France, par exemple, il y a beaucoup de retraités qui ont de l'argent et qui voudraient bien le dépenser dans un cadre de tourisme culturel au Sénégal. Pourquoi ne pas attaquer ces marchés-là? Donc, il y a beaucoup de possibilités d'engranger de l'argent. L'argent est le nerf de la guerre. On ne peut pas mener une politique sociale sans argent. Ce n'est pas possible, sans ressources financières. Certes, les ressources humaines sont importantes, le capital humain est important, mais également les ressources financières. Les ressources financières sont extrêmement importantes. Quand on va à la guerre, les menus, ou quand on n'a pas de missiles pour taquiner un peu, quand on n'a pas de missiles, maintenant, je sais que vous êtes une cible très facile, une proie facile. Ouais, il faudrait qu'il y ait il faut drainer les moyens, il faut avoir les moyens de sa politique. Donc, il faudrait renforcer, régler le problème du transport. Et c'est là où le bas blesse au niveau de l'acte 3 de la décentralisation. L'acte 3 de la décentralisation n'a pas réglé le problème du financement des collectivités. Et il me semble que c'est un problème urgent. Donc, il urge de trouver des moyens financiers qui puissent permettre d'élaborer des politiques sociales. Et lorsqu'on élabore des politiques sociales, il faut aussi ne pas oublier avec nous. Tout le monde a le droit à la parole. Tout le monde a le droit à la parole. Vous prenez une décision au niveau une délibération au niveau de votre commune. 2 minutes après, c'est des tonnes de vidéos qui vont être des vidéos virales qui vont attaquer la décision. Donc, au préalable, il faut inclure les gens. Il faut une politique d'inclusion. Tout à fait. Voilà. Une gouvernance démocratique. Tout à fait. Tout à fait. Ben, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Wane, pour cet exposé, ce pertinent, on va dire, cette pertinente présentation très éclairante, je l'ai déjà dit, sur la décentralisation. En tout cas, le GAR PSTA, à travers ma personne, vous remercie pour votre disponibilité et votre générosité également dans le partage de connaissances. Merci beaucoup encore. Est-ce que vous aimeriez dire votre dernier mot? Oui, tout le plaisir pour moi. Je vous ai dit que je suis un turiféraire. Je suis toujours à votre disposition pour répondre aux questions pertinentes que vous n'avez pas manqué de me poser. Donc, je suis à votre entière disposition. Vive les communautés rurales, vive les politiques efficaces, efficientes, pour que tout le monde se sente vraiment à l'aise dans une société juste et solidaire. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Wane. Merci beaucoup encore au nom du groupe d'action et de réflexion sur les politiques sociales transformatrices et à très bientôt. À très bientôt.